Alors bonjour, bienvenue à ce deuxième cours de littérature française des 17e et 18e siècles qui sera consacré à la toile de fond historique dont je vous parlais la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va parler du contexte social historique avant d'en entreprendre de parler de littérature. Alors on pourrait avoir l'impression en écoutant le cours aujourd'hui qu'on s'est trompé de classe et qu'il s'agit plutôt d'un cours d'histoire, mais je vous rassure, ça va retourner à la littérature assez rapidement à partir du moment où on aura établi un certain nombre de données essentielles, on pourra se permettre de parler davantage des esthétiques baroques classiques et des auteurs là, dont on parlait déjà la semaine dernière. Alors, il y a encore des gens qui se joignent à nous. Ça arrive à point parce que j'allais vous inviter justement à me suivre. Nous allons aller au fond de la classe et nous allons démarrer notre présentation comme pour la dernière fois. Alors, je partage avec vous cette présentation. Si je la trouve, ici, voilà. Et voici. Alors, nous sommes dans la cour du château de Versailles. C'est tout à fait à propos parce que, bien sûr, c'est le château de Louis XIV, son domaine de prédilection. Si vous avez eu l'occasion de visiter le château, c'est par là qu'on entre. Hein. C'est là que commence la visite guidée. J'y étais il y a même pas 2 ans avec ma famille. Mon fils et moi, on a fait une visite express. En semaine, il y a moins de monde. Et à l'automne, au mois d'octobre, il y a moins de monde aussi. Je vous conseille d'y aller à ce moment-là parce que l'été, c'est insupportable. Là. Il y a tellement de gens qui se massent dans les salles qu'on n'y voit rien et on n'apprécie pas vraiment la visite. Alors, on va se déplacer d'un endroit à l'autre, mais on va rester autour de Versailles quand même et vous allez retrouver la facture formelle des prochaines semaines, c'est-à-dire qu'on va essayer d'ouvrir une fenêtre comme ça sur le monde. Là, on voit un petit peu où ça se situe. On est à Versailles, donc vous avez le volet à ma droite. Je ne sais pas si c'est gauche ou droite, là. Il faut que je latéralise et que j'inverse. Mais vous avez ce volet-là, donc, qui va vous indiquer des éléments importants. C'est ici qu'on va retrouver les notes de cours. Et vous allez avoir de l'autre côté des informations complémentaires, notamment le sommaire du cours, parce qu'aujourd'hui, on va voir différents aspects. On commence par faire un portrait du grand siècle de manière générale et on va parler plus particulièrement de l'absolutisme. Enfin, on devrait avoir le temps d'aborder la question religieuse et je vais essayer de resserrer mon propos parce que hier, j'ai donné un séminaire fleuve de 3 heures. Après avoir promis à mes étudiants de ne pas dépasser 2 heures, j'ai fait 3 heures sur Zoom. J'étais catastrophé à la fin. Je me suis confondu en excuses. J'ai envoyé un courriel d'excuses après parce que c'est une pratique antipédagogique de faire durer un cours aussi longtemps. Alors, je vais essayer de compenser aujourd'hui en allant un peu plus rapidement, en essayant de ne pas trop m'étendre. De toute façon, il s'agit de dire l'essentiel. On n'est pas obligé d'être exhaustif. On a l'occasion de s'amender et d'ajouter des éléments dans les prochaines semaines. Alors, c'est un peu ça notre panorama aujourd'hui. Ça va ressembler à ça. Et vous allez voir que j'ai voulu, pour vous rappeler un peu l'expérience en classe, utiliser un fond d'écran qui s'apparente à un tableau, d'abord un tableau noir. Ça va vous rappeler la petite école. Et au lieu de la police habituelle, une police script qui fait écriture à la main, à la craie, en fait. Alors, tout ça, c'est pour votre confort. Je n'ai pas ménagé mes efforts. Vous savez, mes PowerPoints sont montés depuis longtemps. J'aurais pu surfer sur ça et j'aurais pu me simplifier grandement la vie, mais par égard pour vous, par considération pour le fait que vous vous retrouvez dans une situation vraiment pas agréable où vous payez des frais de scolarité à plein prix et que vous avez une expérience assez downgradée, merci. Je me suis dit, la moindre des choses, c'est que je fasse un effort pour essayer de rendre ça le plus confortable possible pour vous. Et si ça veut dire remonter mes cours au complet pour les donner une seule fois comme ça, parce que tout ce travail ne servira que pour cette session, je ne peux pas adapter ça après ça en classe, ben tant pis ou tant mieux. C'est le cadeau que je veux vous faire, d'essayer de rendre cette session plus confortable, au moins visuellement, et vous donner l'impression qu'on est de retour en classe, autant que faire se peut. Alors, on commence avec ce portrait du grand siècle. Vous allez voir que ici, en haut, vous avez toujours le sommaire qui va s'afficher.
tout au long du cours. Et quand on va être rendu au deuxième point, c'est le point absolutisme qui va être surligné en rouge. Alors, si vous deviez vous endormir pendant le cours, vous pouvez toujours savoir où on en est en regardant le sommaire en haut. Il va y avoir surlignement quand on va passer d'un point à l'autre. Et vous allez voir, il y aura une transition avec ouverture de la fenêtre, on change de paysage et on regarde un peu dehors pour se rafraîchir l'esprit. Et après ça, on poursuit avec la deuxième section, troisième section. Alors, le plan de cours nous présentait le contenu suivant. Je vous le rappelle pour commencer. Qu'il s'agit pour nous de parler de faire l'étude des mouvements esthétiques, des textes, dit le plan de cours, des idées et des événements qui ont valu à cette période l'appellation de grand siècle. Pourquoi est-ce qu'on parle de grand siècle quand il est question du 17e siècle? Et qu'est-ce qui le fait si grand? Qu'est-ce qui l'a rendu si grand? Et qui ont influencé de manière profonde et durable la civilisation française. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au 17e siècle qui a eu une incidence si importante, si grande sur la civilisation française, voire sur le monde? Et on va le voir, c'est un grand moment de l'histoire de la France qui va lui permettre de rayonner sur l'ensemble du monde et qui va faire de la langue française, par exemple, une langue de prestige, la langue internationale. Et jusqu'au 19e siècle, plus encore que l'anglais. On a l'impression que l'anglais a toujours été la langue évidente là, pour les communications internationales dans les derniers siècles, mais ce n'est pas vrai, c'était le français. Et pas plus tard que au 19e, 20e siècle, il y avait encore des gens en Russie, par exemple, pour apprendre le français là, massivement. Et il y a beaucoup de papis, mamies aujourd'hui en Russie qui parlent le français parce qu'ils sont héritiers, tributaires de cette influence, de cette hégémonie culturelle française du 17e siècle qui a rayonné jusqu'en Russie et assez tardivement. Là, ça se perd aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on retrouve tant de locuteurs capables de parler le français en Russie, enfin, à une certaine époque. Alors, on va parler donc de Louis XIV, de notre grand siècle, et comme pour le cours précédent, littérature du Moyen Âge et de la Renaissance, on va se demander si finalement notre 17e siècle, il correspond à la chronologie ordinaire, c'est-à-dire est-ce qu'il commence en 1601 et est-ce qu'il se termine en 1699, ou il déborde un peu, ou il commence plus tôt et il finit plus tard. Eh bien, notre grand siècle, effectivement, ne respecte pas la chronologie usuelle. Il va commencer plutôt en 1598 et se terminer en 1715. Mais qu'est-ce à dire? Pourquoi est-ce que je choisis des dates qui peuvent sembler arbitraires? En fait, elles ne le sont pas. Elles correspondent à quelque chose d'éminemment cohérent. Et on commence par ça. Alors, le grand siècle, c'est essentiellement donc cette période qui va être marquée par la figure de Louis XIV. Et on va en parler abondamment de Louis XIV, mais qui ne commence pas avec Louis XIV. Hein. Il n'a pas régné sur tout ce siècle. Il n'a pas vécu si longtemps que ça, même s'il est mort assez vieux. En fait, pourquoi est-ce que je fais commencer le 17e siècle au 16e, en 1598? C'est parce qu'il se passe quelque chose de très important en 1588. C'est la promulgation d'un édit de tolérance qu'on a appelé l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'est un texte de loi qui accorde la liberté de culte aux protestants. Vous vous souvenez des guerres de religion dont on a parlé dans le courant du trimestre d'automne, pour ceux qui étaient inscrits au cours? Ces guerres qui ont déchiré la France et qui ont entraîné des dizaines de milliers de morts. Vraiment, ça a été une période traumatisante pour les Français. Et à un moment donné, un grand roi du nom d'Henri IV a eu cette idée toute sage de vouloir calmer le jeu. Et pour y arriver, il va faire voter un traité de tolérance, un édit de pacification, qui est l'édit de Nantes. Alors, c'est ça qui fait qu'on met un peu le couvercle sur la marmite. Enfin, on éteint le feu plutôt. La métaphore est plus appropriée avec cet édit de Nantes qui est promulgué en 1598 et qui marque la fin du 16e siècle, à proprement parler, des conflits religieux qui ont vraiment marqué la vie politique, la vie civile, sociale de l'époque. Alors, cet édit de Nantes va entraîner une période vraiment de tranquillité, de paix sans précédent à l'interne, parce qu'à l'externe, c'est autre chose. Là. Louis XIV est bien connu pour avoir mené des guerres
ruineuse à travers le continent et avec tous les voisins. Mais au moins, à l'intérieur de la France, on ne s'entre-déchire plus, on ne s'entretue plus. Et c'est ce qui va faire toute la différence, c'est ce qui va stabiliser beaucoup le pouvoir et permettre l'avènement de l'absolutisme, l'affirmation du pouvoir royal, du pouvoir monarchique. Alors, c'était une grande idée que celle de Henri IV de promulguer cet édit-là, et c'est une très mauvaise idée de le révoquer. Un peu plus tard, Louis XIV va avoir la très mauvaise idée de révoquer cet édit de Nantes. Quelques années avant sa mort, et on va en parler un peu plus loin, je vais vous donner la date et tout et le contexte, mais ça va raviver les tensions religieuses et ça va avoir des conséquences sur le tissu social de la France. Alors, on va parler de tout ça, maintenant qu'on a convenu de cette date qui fait débuter le 17e siècle, c'est la date de 1598, la promulgation de l'édit de Nantes. Mais maintenant, pourquoi 1715? 1715, c'est la mort de Louis XIV. C'est la mort de cette figure donc, du grand monarque qui a fait triompher la culture française là, à travers le continent. Et bien sûr, c'est la fin d'une époque avec sa mort, la fin d'un mouvement, la fin de toutes sortes de choses, l'avènement d'un nouveau roi et véritablement d'une culture qui sera celle des Lumières, qui est assez différente de celle des classiques, même s'il y a à certains égards une continuité, du moins dans la pensée, du moins dans l'esthétique. Alors voilà, c'est ça notre chronologie pour aujourd'hui, c'est ça notre grand siècle à nous. Et on enchaîne avec la présentation des monarques qui ont animé, si on veut. Alors là, c'était la prochaine diapositive qui disait finalement que notre siècle s'étendait de l'édit de Nantes à la mort de Louis XIV. Alors, c'est ce qu'il faut retenir essentiellement. Et voici les trois grands rois qui vont se succéder pendant cette période. Bon, le règne de d'Henri IV plutôt commence un peu plus tôt, avant le début du 17e siècle, à proprement parler, mais 1598, c'est l'année même de l'édit de Nantes. À 1610, un règne, somme toute, assez court, interrompu dans la violence. Il va être assassiné par un fanatique au couteau, Henri IV, et ça va bien sûr occasionner un vide important au niveau politique. Ça va entraîner une période dite de régence où la mère du futur roi, qui est trop jeune pour régner, c'est le futur Louis XIII, la reine Marie de Médicis, va occuper la fonction de régente. C'est elle qui va administrer le royaume en se faisant aider de conseillers politiques, éventuellement aussi du fameux cardinal de Richelieu, que vous connaissez ne serait-ce que parce que vous avez vu des films où on le présente souvent comme un vilain. Je pense aux Trois Mousquetaires, entre autres, et toutes les incarnations différentes. Alors, Richelieu est souvent présenté comme quelqu'un d'assez vil, et parfois comme un brave type, il faut nuancer. Mais voilà, on le connaît surtout à travers les livres, peut-être, les romans que vous avez pu lire. C'est une figure historique importante et qui va faire beaucoup pour centraliser le pouvoir politique. Il va travailler beaucoup à la concentration des pouvoirs et dans ce sens-là, servir la cause de l'absolutisme, même si ça fait grogner les uns et les autres, même si on trouve qu'il emmène large, ce cardinal de Richelieu, il reste qu'il rend des services appréciables au futur monarque qui va pouvoir profiter donc de ce pouvoir centralisé. Donc, ces trois grands rois se suivent avec chacun un rôle déterminé. Henri IV, sa fonction et son rôle, sa contribution, ça va avoir été essentiellement de travailler à la pacification du royaume. Alors, le feu est pris dans la France, ça va vraiment très mal au 16e siècle. À la fin du 16e siècle, on va même défier l'autorité royale, on va même s'insurger contre le transfert de pouvoir parce que entre Henri III et Henri IV, il y a eu un changement de dynastie et Henri III était un roi catholique, alors qu'Henri IV est protestant. Et pour se faire accepter, il va devoir abjurer son protestantisme, mais même là, il va y avoir résistance, on va le défier, on va lui refuser l'accès de Paris et des châteaux qui sont ses domaines en propre, et ça va être vraiment pas évident pour lui de s'installer. Mais quand il s'installe enfin,
C'est dans cet esprit de pacification, de réconciliation, et ça va être un grand roi qui va faire beaucoup pour rétablir notamment l'économie, les finances. Il va s'entourer d'une équipe très dynamique, d'un certain ministre des Finances qui s'appelait Lully, qui a fait des miracles. Et ces gens ont réussi donc à ramener la France qui était au bord du gouffre à cette époque. Mais tout retombe un peu à l'eau à partir du moment où Henri IV est assassiné et que le jeune Louis est trop jeune, est encore enfant là, pour prendre le relais. Alors, c'est le début de cette régence de Marie de Médicis. C'est une époque bigarrée, marquée par les crises financières, les crises politiques, les mutations. Elle est entourée d'Italiens, de certains Sino Concini, qui la conseille et qui n'est pas toujours du même avis que Richelieu ou que le futur Louis XIII, et ça crée des tensions. Et le jeune Louis XIII qui essaie de s'installer à travers tout ça, quand finalement il atteint la majorité, quand finalement il pense pouvoir régner, il se rend compte que c'est Richelieu qui décide à peu près de tout. Quand enfin Richelieu meurt, le roi dit « Ah, là, je vais pouvoir régner ». Sauf que Richelieu meurt en 1642. Et regardez les dates. Il est mort, Louis XIII, en 1643. Donc, il n'a pas pu vraiment régner. C'est son ministre, son grand ministre, qui a surtout décidé pour lui. Et ça a été une source de frustration constante pour Louis XII, humilié par l'ascendant qu'avait sa mère sur lui, par le pouvoir qu'elle s'était arrogé, humilié aussi par l'influence vraiment omniprésente de Richelieu dans tous les domaines de la vie politique française. Alors, ça a été une période extrêmement frustrante. C'est pas pour dire que son règne a été raté pour autant. Cet effort de centralisation mené par Richelieu va beaucoup profiter à la France. Et on garde un bon souvenir de Louis XIII pour ce travail de centralisation, justement, qui a consolidé l'effort d'Henri IV déjà. Et quand le règne de Louis XIV commence, il faut savoir qu'à la mort en 1642 1643 de Louis XIII, Louis XIV est encore mineur, ne peut pas prendre le pouvoir tout de suite. Il va y avoir encore une fois une régence, et ce sera la régence d'Anne d'Autriche. C'est une époque qui commence un petit peu dans la tourmente, cependant. On sent que le pouvoir royal est fragilisé. On s'est rendu compte des efforts de centralisation de Richelieu et on voit un peu à quoi on veut en venir. Et les grands princes s'inquiètent beaucoup de cette puissance montante du roi. Et ils voudraient la partager un petit peu, cette puissance. Alors, ils profitent de la minorité du roi pour l'intimider un peu, pour même fomenter peut-être un renversement de régime qui mettrait sur le trône un de ces grands princes qui pourrait se réclamer de son sang royal, de ses ancêtres de la noblesse. Alors, c'est une période de conflit, de tensions extrêmes qui va être marquée par deux épisodes qu'on a appelés une la fronde parlementaire et l'autre la fronde des princes. C'est quand, par exemple, en 1648, de 1648 à 1653, le Parlement s'est révolté d'abord du fait qu'on ne lui donnait pas autant d'importance qu'il aurait voulu et on augmentait constamment les taxes et on cherchait des nouveaux revenus parce que la situation économique était assez ruineuse, calamiteuse à cette époque-là. Et une des façons de renflouer les coffres, ça va être de créer de nouvelles fonctions. Or, on est à l'époque de la vénalité des charges, on achète ces fonctions et on les revend, ces fonctions. Alors, à partir du moment où on crée de nouvelles fonctions, on diminue la valeur des fonctions, des titres. Alors, les parlementaires ne sont pas contents parce qu'en créant comme ça pour renflouer les coffres de l'État des fonctions, oui, l'argent rentre dans les coffres de l'État, mais ça fait dévaluer les titres des uns et des autres. C'est une perte de revenus importante. Alors, les parlementaires très frustrés de ça vont défier l'autorité de la régente et menacer donc le pouvoir. Ajouter à ça l'affront des princes qui voient d'un mauvais œil finalement
la centralisation du pouvoir, l'affirmation d'une souveraineté forte, et vont vouloir profiter de la minorité de Louis XIV pour lui chercher noise. Et Louis XIV va être profondément humilié de ça. Sa vie est menacée. Il grandit dans un contexte où on doit le déménager de château en château parce que c'est la révolution. Là. À Paris, là, ça gronde trop. Il y a des batailles. OK, on va changer, on va aller à Fontainebleau. Non, c'est pas tranquille, on va aller à un autre château, ainsi de suite. Et il passe une partie de son enfance à fuir ces frondeurs qui voudraient même éventuellement peut-être lui enlever la vie. Alors, il va s'en souvenir de ça. Et ça va avoir un impact déterminant dans sa façon de régner et d'asseoir son pouvoir. Et ce qui va mener plus sûrement encore à l'absolutisme, à l'affirmation du pouvoir absolu du monarque, c'est justement le souvenir de ces frondes qui ont été extrêmement humiliantes pour Louis XIV. Et quand enfin il parvient à la majorité, quand enfin débute son règne effectif, il se souvient de ceux à qui il peut faire confiance et ceux dont il veut se défaire. Il y a une autre figure importante qui accompagne cette administration d'Anne d'Autriche. C'est la figure du cardinal de Mazarin. Vous savez comment la vie de Louis XIII a été empoisonnée par Richelieu. Ben, il faut s'imaginer celle de Louis XIV empoisonnée par la figure de Mazarin, qui est un autre ambitieux politique qui emmène large et qui essaie de faire ce qu'il peut pour tenir les règnes du royaume dans un contexte d'insurrection et de troubles civils, mais qui ne fait vraiment pas l'unanimité et qui va être vilipendé à travers des pamphlets, là, ce qu'on appelait les mazarinades, où on s'emploie à critiquer ses décisions, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Alors, il y a des textes assez acerbes qui vont être publiés sur Mazarin à cette époque-là. Louis XIV, quand il commence son règne effectif en 1660, ne sera pas fâché de voir rapidement Mazarin lever les pieds, c'est-à-dire qu'en 1661, Mazarin meurt et c'est tant mieux pour Louis XIV qui va pouvoir régner désormais seul et sans ingérence de ce ministre, ce super ministre là, qui avait pris en charge à peu près toutes les fonctions du royaume. Alors, on parle un peu de la situation géopolitique de la France de l'époque pour vous mettre dans le bain. La France de l'époque compte à peu près 20, peut-être 22 millions d'habitants. Ça dépend des sources. Si vous regardez dans certains livres d'histoire, on va dire 19 millions. Plus récemment, il y a eu des gens pour avancer le chiffre de 22 millions. C'est beaucoup quand même quand on y pense. Surtout que la France aujourd'hui, c'est à peu près 68, 69 millions, je crois, là, de mémoire. Les derniers chiffres, c'était autour de ça. Alors, c'est quand même considérable, 22 millions. On va se contenter peut-être de 20, là, qui est un moyen terme entre 19 et 22, grosso modo. Mais c'est une population assez considérable, quand même. Là. Quand on considère la France médiévale, la croissance de la population a été assez rapide, d'autant plus que cette peste du Moyen Âge, la dernière, la Grande Peste, a tué près du 2 tiers de la population, selon certains historiens. Alors, c'est quand même assez hallucinant là, de penser que rapidement, on a pu atteindre un nombre d'habitants aussi important. Donc, c'est une France populeuse à l'époque, celle du 17e siècle, et elle est marquée, cette France, par l'apogée de l'impérialisme français. Alors, vous voyez là, dans le volet à gauche, vous aurez, quand j'ai des puces qui soulignent les différentes caractéristiques d'un texte ou d'une période, vous allez voir apparaître des petites images comme ça, des icônes qui viennent marquer où on est rendu. Là. Alors là, je parle de l'apogée de l'impérialisme français, conquête et colonie. J'ai utilisé des pièces de monnaie pour représenter symboliquement ce dont il est question. Et ça vous permet de suivre où on est rendu, parce que vous allez voir que ça correspond toujours à ce qu'on voit de l'autre côté. Alors, je parle donc de ces conquêtes et colonies. Il faut regarder un jour une carte de la France au XVIIe siècle pour se rendre compte à quel point on avait étendu les colonies très loin. Il faut s'imaginer que la moitié du Canada
appartenaient à la France à l'époque. La moitié des États-Unis aussi. Alors, l'Empire français colonial, là, il s'étendait depuis le Canada jusqu'à la Louisiane, jusqu'au golfe du Mexique. Ça englobait pas la Floride tout à fait, mais il y avait une bonne partie des Antilles qui étaient sous l'influence française, enfin, qui était la propriété de la France. Et c'est une grande époque de transactions de toutes sortes. Pour l'essor économique, c'est quelque chose de bien sûr favorable. C'est toutes ces colonies, tout ce qu'on épuise comme ressources, tout ce qu'on ramène. C'est aussi, hélas, l'époque de l'esclavagisme, où l'esclavagisme bat son plein et où on profite de la traite des personnes, des Noirs, bien sûr. Et c'est un chapitre malheureux dans l'histoire de France dont on ne parle pas souvent, qu'on préfère taire, mais les Français ont été des esclavagistes fameux à cette époque. Alors là, il y a quelqu'un qui cogne à ma porte et il va falloir que je l'admette. Il faut juste que je vois où. Attendez un peu, ici. Alors, c'est quelqu'un qui s'ajoute à nous. Voilà, c'est fait. C'est une époque qui est marquée donc par cet esclavagisme qui va se poursuivre jusqu'au 18e, 19e siècle, avec aussi les colonies qui vont déborder du côté de l'Afrique. Alors, on va surtout coloniser l'Afrique plus tard, mais à cette époque, c'est la Nouvelle-France qui nous intéresse. Et vraiment, l'hégémonie française est vraiment importante au 17e siècle, au moins au début. Parce qu'à la fin, ça se gâte. On va tout perdre ça aux Anglais et on va tout céder aux Anglais ou à peu près. Il ne reste pas grand-chose de la Nouvelle-France à la fin du 17e siècle. Et puis encore au 18e siècle, avec le traité de Paris et tout. Alors, l'apogée de l'impérialisme français, conquête et colonie, c'est aussi une période de persistance de la féodalité. Alors, vous avez des grands princes qui, comme le Grand Condé, par exemple, vont mener la fronde parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre des privilèges et ils n'aiment pas du tout cette idée d'être minorés, d'être laissés pour compte dans le gouvernement, l'administration du royaume, parce qu'on voit bien qu'on essaie d'écarter de plus en plus les nobles, ceux qui auraient des prétentions peut-être au pouvoir, à renverser le monarque éventuellement. Alors, on les écarte et Louis XIV va se faire un devoir de s'entourer de n'importe qui, sauf de nobles, dans l'administration de son royaume, parce qu'il a conscience de la menace qu'il représente. Alors, persistance de la féodalité, c'est aussi que la place des uns et des autres est déterminée dans la société par la naissance. Alors, c'est ce modèle féodal qui était éminemment hiérarchique qui faisait que quand on était de sang bleu, on dominait la hiérarchie tout naturellement et personne ne se posait de questions. Quand vous faisiez partie de la noblesse, ça allait de soi que vous étiez supérieur, qu'on vous devait révérence et qu'on vous devait service et impôts éventuellement et taille et tout et tout. Alors, cette persistance de la féodalité, elle se fait sentir encore très nettement au début du siècle, moins plus le siècle avance. Vous avez la France qui demeure à l'époque un agrégat de nations. C'est loin d'être la France unifiée qu'on connaîtra là seulement au 20e siècle, en fait, parce qu'au niveau linguistique, elle reste morcelée, je l'ai souvent répété. Vous savez que quand on voyage d'un bout à l'autre de la France à l'époque, on ne parle pas la même langue. Il n'y a que dans la cour de France, sur l'île de France, en fait, où on parle vraiment le français. Et bien sûr, c'est le dialecte dominant qui est connu et appris par le plus grand nombre parce qu'on a intérêt à vouloir transiger avec le roi. Mais dans les faits, un peu partout, en Bretagne, on parle le breton et en Gascogne, le gascon, etc. Alors, ce manque d'unification linguistique souligne juste le manque d'unification politique aussi. Ces petites provinces sont de véritables États encore. Là. Ils se considèrent comme presque indépendants du royaume de France et Louis XIV a fort à faire pour essayer de créer un esprit national
dans ce contexte-là. Et ce n'est pas dans la poche. Donc, il faut imposer le français. François Ier avait commencé avec l'édit de Villers-Cotterêts, dont on a parlé à l'automne, qui imposait le français comme langue administrative partout dans le royaume, mais ce n'est pas encore gagné pour les différentes provinces de leur faire renoncer à leur dialecte pour adopter le français et reconnaître l'autorité du roi sur leur territoire. Alors, la France demeure un agrégat de nations et ça, c'est difficile à gérer parce que c'est comme autant de pays à l'intérieur d'un seul et on ne reconnaît pas toujours l'autorité souveraine du monarque. Il y a à l'époque 3 classes sociales, comme pour le Moyen Âge. On retrouve encore une fois la noblesse au sommet de l'échelle hiérarchique et à peu près au même niveau, ou en tout cas pas loin derrière, vous avez le clergé, les grands princes de l'Église qui emmènent large aussi et qui sont souvent très riches parce qu'ils prélèvent des impôts et par leur fonction ont des revenus considérables, donc vivent dans l'opulence. Et ce n'est pas à tous les niveaux, bien sûr. Les cardinaux sont plus riches que les évêques, qui sont plus riches que les curés, qui sont plus riches que les prêtres, et les moines sont souvent plutôt pauvres, quoique il y en a qui font des fortunes à faire du vin puis vendre des produits de la terre. Mais pour l'essentiel, c'est comme ça que ça fonctionne, la hiérarchie ecclésiastique. Et vous avez bien sûr le tiers-État qui représente la plus grosse part du gâteau. C'est 95% de la population qui constitue le tiers-État. Mais le tiers-État, ce n'est pas que les pauvres, ce n'est pas que les paysans, c'est aussi les bourgeois. Et attention, les bourgeois, c'est une classe sociale qui monte de plus en plus en puissance et qui commence à s'imposer, notamment au niveau de l'administration. Les bourgeois, les grands bourgeois font fortune parce que ce sont des marchands, souvent des banquiers, et finissent par être parfois plus riches que les nobles et en position de leur prêter de l'argent, et prêter de l'argent même au pouvoir, prêter de l'argent à la couronne. Donc, ça leur permet aussi de s'acheter des fonctions. Je vous parlais de la vénalité des charges, le fait qu'on pouvait acheter son titre, on peut acheter son emploi. Si on a les moyens, on peut devenir ministre d'à peu près n'importe quoi, moyennant le paiement d'une somme rondelette. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne à cette époque. Alors, ces 3 classes sociales vivent dans une harmonie relative. Il y a des conflits, parfois, il y a des tensions, bien sûr, mais ce n'est pas une période de guerre civile comme au siècle précédent. Et on va avoir la bonne idée de ne pas convoquer d'États généraux, ces grands rassemblements politiques qui étaient convoqués par le pouvoir royal où la noblesse, le clergé, le tiers-État se réunissaient pour délibérer de différents griefs, essayer de régler ça à l'amiable. Mais chaque fois, c'était l'occasion de tumultes, de révoltes qui menaçaient le pouvoir établi. Donc, Louis XIV va avoir la bonne idée de ne pas convoquer d'États généraux comme ça parce qu'il ne veut pas qu'on menace son autorité. Alors, on va passer en revue maintenant un certain nombre d'aspects négatifs de ce XVIIe siècle, parce que tout n'est pas rose, tout ne va pas si bien que ça au Royaume de France. D'abord, il faut reconnaître que ça a été une longue succession de guerres et de famines le XVIIe siècle. Louis XIV a fait beaucoup pour essayer de renflouer les coffres et l'expansion coloniale aide, c'est certain, mais Louis XIV s'est aussi engagé dans des guerres ruineuses, des guerres de conquête, des guerres territoriales avec ses voisins, et ça demande de prélever des taxes, des impôts, ça suscite le paiement d'impôts en nature qui fait qu'on est privé des céréales dont on aurait besoin pour faire du pain, pour se nourrir, et ça va créer des famines à travers le royaume. Alors, on a l'impression des fois que le règne de Louis XIV a été idyllique tout du long, que tout s'est super bien passé, que le roi était aimé par toute la population, mais ce n'est pas le cas dans un contexte où on doit prélever des armées, par exemple, on doit soulever des armées, on doit recruter la jeunesse du royaume pour aller mourir pour des causes futiles et en même temps prélever des impôts qui entraînent l'État à sa ruine et éventuellement à la famine. Alors, il faut souligner que l'État
la population, de manière générale, est assez mécontente de son sort. Il y a une puce qui manque, là. On aurait dû avoir population mécontente de son sort. Le tiers-État n'est pas super content. Et s'il y avait eu des États généraux, c'est sûr qu'ils auraient eu des griefs très nombreux à prononcer. À présenter. Mais on n'a pas voulu les entendre et on a essayé de gérer la situation sans leur avis. Il faut souligner que c'est une époque dangereuse aussi au niveau de la médecine qui est très approximative. On se rapporte encore à la médecine romaine de Galien et à l'idée que la saignée est un bon remède pour toute chose. Vous faites une petite fièvre? Attendez, une saignée va régler ça. Vous êtes enrhumé? Attendez, une bonne saignée devrait en venir à bout. Vous êtes un peu pâle. Peut-être êtes-vous anémique. Attendez, une saignée va vous arranger ça. Et là, de saignée en saignée, on est de plus en plus mal. Vous imaginez que ce n'est pas idéal. Hein? Le fer dans le sang devait diminuer assez dramatiquement. Mais on ne faisait pas le lien entre votre affaiblissement généralisé et le fait qu'on vous avait enlevé 2 litres de sang. Là. Et quand ce n'était pas les saignées, c'était les sangsues. On vous mettait des sangsues sur le dos qui s'abreuvaient de votre sang. C'était une façon élégante de faire la saignée. Ça ne fait pas trop de dégâts. Remarquez que c'est assez drôle parce que les sangsues, on les utilisait à l'époque romaine déjà, dans la médecine romaine. On les utilisait en France au 17e siècle, mais on les utilise encore aujourd'hui. Et notamment quand quelqu'un se coupe un doigt, puis on doit le raccrocher pour s'assurer que le sang circule. On va parfois poser une sangsue qui va tirer du sang dans la partie sectionnée. Et ça peut être encore une solution. Mais bon, la médecine est approximative. On comprend pas tellement comment fonctionne le corps humain, mais on se permet de porter des jugements, de prescrire des remèdes, et notamment des remèdes de cheval, pour ainsi dire. Je pense au clistère. Il faut regarder le journal médical du roi Louis XIV pour savoir le nombre de lavements qu'on a imposés au roi à travers sa vie. Et on mettait des herbes là-dedans, toutes sortes de produits qui ont dû causer des problèmes de santé encore plus graves. C'est étonnant qu'il ait vécu si longtemps. Alors, il y a beaucoup à dire de la médecine et Molière va s'en moquer énormément dans ses pièces, à raison, parce que, ma foi, on faisait tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas un hasard si, à l'époque, la mortalité infantile est très élevée. Et ça, c'est une source d'inquiétude, bien sûr, parce que la France était populeuse, mais son expansion, ça ralentit, ne va pas s'interrompre, mais va ralentir considérablement du moment qu'on constate cette mortalité infantile là, qu'on ne sait trop à quoi attribuer. Bien sûr, les famines ne vont pas aider. Bien sûr, les guerres non plus, le climat d'insécurité en général, la médecine approximative, mais il y a cette mortalité donc qui est préoccupante. Beaucoup de femmes meurent en couche aussi, ce qui n'aide pas la chose. C'est une période un peu inquiétante à cet égard. Vous avez de grands écarts entre les pauvres et les riches. C'est dans les aspects négatifs. Les écarts se sont creusés encore davantage. Ils étaient importants déjà à la Renaissance, ils étaient importants au Moyen Âge, mais plus encore au 17e siècle. Et c'est source de frustration parce qu'on voit ces nobles se pavaner dans des costumes de grand prix et vivre dans des châteaux, mais indécents, et les gens meurent de faim. Alors, qu'on travaille très dur, qu'on travaille la terre, qu'on essaie d'extraire les roches, de récolter les productions agricoles. On voit ces nobles qui s'amusent à ne rien faire, finalement, qui ne travaillent pas et qui se font d'ailleurs un devoir de ne pas travailler parce que le signe le plus sûr de sa noblesse, c'est d'être sans emploi, c'est de ne pas se salir les mains. C'est ce qui fait qu'on est noble. On n'a pas besoin de se salir les mains, là. Bien sûr, ils vont s'illustrer à la guerre, ils vont faire partie des armées, ils vont commander les troupes et rarement les mener, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qu'on retrouve au front, ce n'est pas eux qui vont sacrifier leur sang, il est bien trop précieux pour ça, mais de manière générale, les nobles ne travaillent pas et ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de sentiments d'injustice auprès des plus pauvres, bien sûr. Alors, vous voyez, plus ça change, plus c'est pareil. L'écart aujourd'hui entre les pauvres et les riches ne fait que s'accroître. Ben, ça avait déjà commencé à l'époque. C'est assez malheureux.
Vous avez aussi des aspects positifs. Il ne faut pas tout peindre en noir. Il s'est passé des choses intéressantes et importantes aussi au XVIIe siècle. Alors, on croit fermement à la hiérarchie. Néanmoins, malgré ce que je viens d'évoquer, puis cet écart entre les pauvres et les riches qui fait qu'on regarde les riches avec envie, on croit quand même que c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. On croit quand même qu'il existe un ordre voulu par Dieu. Le roi a été choisi par Dieu. C'est la volonté divine qui s'applique. Et cet ordre social, cette hiérarchie dont je vous parlais, elle est de volonté divine et on doit s'y conformer. Et, on respecte ce modèle. Il n'y a pas de contestation de la hiérarchie. Il n'y a pas de révolution qui est en train de se fomenter, hein, du moins pas encore. Ça va venir. On accepte de vivre dans ce cadre-là, même s'il nous apparaît injuste, même s'il nous apparaît à raison inique. Alors, autre aspect positif, plus de gens apprennent à lire et à écrire. Alors, c'est une grande époque d'alphabétisation et c'est tant mieux pour les auteurs, c'est tant mieux pour la littérature parce que ça veut dire plus de gens qui vont être capables de lire et d'apprécier les grands textes. Et ça, vraiment, c'est un apport positif du 17e siècle par rapport au 16e. On a le sentiment des fois, quand on lit ces textes de la Renaissance, que tout le monde savait lire, que tout le monde avait lu Rabelais à l'époque, que tout le monde connaissait Montaigne. Mais non, c'était réservé à un public très limité. Et il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'est une minorité de la population là, qui sait lire, mais vraiment une faible minorité. Alors qu'au 17e siècle, là, on fait des progrès vraiment notables, vraiment substantiels, et ça va changer beaucoup de choses pour la littérature. Ça va permettre l'expansion du public, bien sûr, une réception plus large des œuvres et aussi une fréquentation plus importante des théâtres. À partir du moment où on s'intéresse à la littérature, on s'instruit un peu, on va suivre de plus près encore toutes les productions culturelles de l'époque. Vous avez aussi une époque de grands chantiers. Quand on visite Paris, notamment, on se rend compte à quel point au 17e siècle, 18e siècle, il y a eu des chantiers vraiment considérables là, qui ont été entrepris. Je pense aux architectes de Louis XIV, comme Levaux, comme Hardouin-Mansart, qui ont construit châteaux et églises pour magnifier le règne de Louis XIV. Et c'était une façon pour lui d'affirmer son importance et d'affirmer l'importance de la France, de construire des palais qui allaient faire l'envie de toute l'Europe. Et ils viennent d'un peu partout, éventuellement pour voir Versailles. Et on va essayer de reproduire Versailles. Tout le monde veut se construire un Versailles. Visiter un jour à Vienne le château de Schönbrunn, c'est un petit Versailles. On a voulu reproduire l'esprit, la disposition des lieux, le caractère de Versailles, parce qu'on était envieux et admiratif devant le génie architectural français. Et ça, c'est à l'instigation de Louis XIV, mais grâce aussi à des architectes visionnaires comme Levaux, Hardouin-Mansart, éventuellement dans l'architecture militaire Vauban, qui vont faire vraiment des miracles et qui ont construit tout un patrimoine encore qui tient encore debout aujourd'hui. Et on ne s'étonne pas de reconnaître certains traits caractéristiques du toit Mansart, par exemple, de l'architecture de Levaux aussi, qui vraiment font l'orgueil de la France et à raison. C'est vraiment des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'architecture qu'on construit à cette époque-là. Et ces grands chantiers vont employer des gens et vont mobiliser beaucoup d'argent aussi. Alors, s'il y en a qui en profitent, il y en a qui paient aussi et qui écopent pour ça. Alors, ça coûte des sous construire tous ces châteaux. Et bien sûr, c'est les paysans qui, en fin de compte, vont ramasser le plus gros de la facture. Autre aspect positif, plus d'autonomie pour les femmes. Alors, je cache un peu le texte, là, mais c'est une période où les femmes vont tenir salon de plus en plus. Alors, ça avait commencé tranquillement et puis ça va prendre de plus en plus d'envergure. Et ça, c'est intéressant parce que les femmes vont être au cœur de la vie intellectuelle et sociale française et vont devenir des leaders dans leur milieu, vont faire venir des grands écrivains, vont entreprendre comme ça à l'occasion des salons des conversations, vont pensionner des écrivains, des jeunes écrivains, vont contribuer à les faire connaître.
ils vont jouer un rôle vraiment déterminant dans l'essor de la carrière des uns et des autres, l'essor de la culture française, un rôle de mécénat, de parrainage, de marrainage, vraiment déterminant. Et parmi celles-là, des femmes aussi écrivains vont se faire connaître, vont s'imposer comme des grandes figures de la littérature. Pensez à Madame de Sévigné, par exemple. Madame de Lafayette aussi, sont des grands noms qui vont profiter de cette autonomie plus grande accordée à la femme. Ce n'est pas parce que les hommes sont magnanimes et décident de leur céder leur place, c'est parce que les femmes ont décidé de la prendre, cette place, et de la revendiquer. Et il était temps, il était grand temps. Et ce n'est pas facile parce que ça reste suspect, une femme intellectuelle. On s'en méfie, on la craint. C'est comme une créature anormale. C'est une aberration de la nature qu'une femme décide de s'intéresser aux travaux de l'esprit. Donc, il faut jongler avec les préjugés vis-à-vis des femmes intellectuelles qu'on appelle les bas bruns. Je pense, les bas bleus plutôt, les bas bruns, je ne me souviens plus de l'expression exactement, mais bas bruns, oui, c'est ça, pour finalement les diminuer, pour les ravaler et les décourager, mais elles ne se laissent pas démonter et elles vont faire briller très, très fort la culture. Et parmi ceux qui s'en sont moqués un peu méchamment, il y a pas Voltaire, mais Molière, dans Les Précieuses ridicules. Il faut dire qu'elles ne sont pas toutes de même portée, c'est-à-dire qu'il y a des grandes intellectuelles, mais il y a aussi des petites prétentieuses. Et effectivement, il y avait aussi des précieuses qui s'attachaient à parler de façon métaphorique, dans une surenchère d'images qui était assez risible. C'est de ça dont Molière se moque, et je ne crois pas qu'il faille y voir une misogynie rampante. Donc, plus d'autonomie pour les femmes, c'est important, c'est un aspect positif. On remarque aussi un goût marqué pour les arts, et particulièrement le théâtre. Et ce n'est pas indifférent à l'essor des salons, qui valorisent beaucoup la culture littéraire, les arts en général, mais aussi on remarque un engouement très fort pour le théâtre. C'est le siècle des grands dramaturges, de Corneille, de Racine, de Molière, et on a vraiment envie de voir des pièces. On aime aller au théâtre. C'est un spectacle extraordinaire, extravagant, surtout à la cour de France, avec les moyens considérables dont dispose le roi, qui peut faire monter une scène n'importe où, dans la cour de Versailles, dans les jardins de Versailles, organiser des feux d'artifice, utiliser des effets spéciaux à grand déploiement et faire construire aussi des pièces, des salles de théâtre avec des machines qui en font des spectacles, ma foi, là, hors du commun. Le théâtre machine au 17e siècle, là, vraiment, c'est presque du cinéma, là, avec des effets spéciaux qui font descendre du ciel des personnages, des dieux, des explosions, toutes sortes de choses qu'on ménage là, comme effet et qui font que les représentations théâtrales sont très prisées. Alors, on va se précipiter dans le théâtre, on va accepter de payer pour assister à ces représentations-là. Ça suscite énormément d'intérêt auprès du grand public et pas seulement les nobles, les marquis. Le public ordinaire, le tiers-état aussi participe à cet engouement-là et assiste volontiers aux pièces. Alors, c'est un autre aspect important, bien sûr, et j'insiste sur la suprématie du théâtre qui s'impose comme le genre de prédilection à cette époque, alors qu'à la Renaissance, on parlait plutôt de la poésie. Bon, la littérature d'idées était importante aussi. On ne se retrouve pas insister sur l'intérêt de Montaigne, je l'ai dit à plusieurs reprises avant, mais c'est certainement plus un siècle de poésie. On pense à l'apport, la contribution de la Pléiade à la fin du siècle, notamment dans la deuxième moitié. Et alors que le 17e, lui, est plutôt un siècle marqué par la suprématie du théâtre. On retiendra surtout les contributions à cet égard. Alors, goût pour les arts, suprématie du théâtre et aussi poursuite de l'idéal antique de la Renaissance. C'est-à-dire qu'il y a une continuité au niveau artistique entre cette culture de la Renaissance qui valorisait l'Antiquité, toutes les productions antiques. Les anciens ne pouvaient rien faire qui n'était pas bon, là, ni en
sculpture, ni en peinture, ni en littérature. Et bien sûr, on a voulu se régler sur eux et c'était le modèle qu'on privilégiait pour l'imitation. Eh bien, il y a une continuité dans ce rapport esthétique à l'Antiquité au 17e siècle, c'est-à-dire qu'on est encore dans un rapport d'imitation. Les auteurs comme Molière vont se tourner sur les modèles anciens, Aristophane, Plaute, Terence, pour composer leurs pièces. Et au départ, leurs pièces sont presque des traductions françaises versifiées de ces textes. Et quand on lit un texte de Plaute et un texte de Molière côte à côte, des fois, on a le sentiment d'un travail de plagiat quasiment, tellement tout est repris presque à l'identique dans certaines pièces farcesques, entre autres. Mais il faut comprendre que c'était le mode de création normal et personne n'en faisait de cas et personne n'aurait songé à accuser Molière de plagiat pour avoir fait ça. Racine ne fait pas autre chose. Il se plonge dans le théâtre d'Euripide, de Sophocle, et il va reproduire les grands motifs, les grands personnages, les situations, les anecdotes, les intrigues, en adaptant peut-être aussi, bien sûr, à la réalité française contemporaine, davantage encore que ne peut le faire Molière. Mais cette continuité, elle est très importante. Et elle s'étend au-delà du 17e siècle jusqu'au 18e siècle. Il n'y a pas eu de rupture avec la culture classique, véritablement, avant la fin de l'Ancien Régime. On reste très attaché à ces modèles anciens qu'on considère comme vraiment des géants. On a le sentiment qu'on est des nains posés sur l'épaule des géants et qu'on ne saurait jamais rivaliser avec eux, tout à fait. On ne saurait jamais composer des textes aussi grands que ceux-là. Il y a bien cette querelle des anciens et des modernes à la fin du 17e siècle qui nous donne à penser que, enfin, certains préconisent l'idée que on pourrait rivaliser d'éloquence et de mérite esthétique avec ceux-là, si on se donne la peine finalement de le faire, puis si on arrête de coller à ces textes et à les imiter presque mot à mot. Et il y aura des gens pour défendre l'idée qu'il peut y avoir une culture moderne qui rivalise avec la culture antique. Et le siècle de Louis le Grand n'a pas grand-chose à envier au siècle d'Auguste. Tout bien considéré. Alors, il y aura des gens pour défendre ces thèses-là. Et ça va être essentiellement l'objet de la querelle des anciens et des modernes. Donc, on était dans les aspects positifs. On termine ce premier volet, qui est le portrait du grand siècle, et on entreprend notre deuxième volet, qui a trait à l'absolutisme. Là, on est dans les jardins de Versailles. Tout à l'heure, on était dans la cour, juste à l'entrée du château, et là, on est derrière. Et c'est ici que se tenaient les grandes fêtes du roi. C'est ici qu'on a monté beaucoup de pièces de théâtre. Molière s'y est produit à plusieurs reprises. C'est ici qu'on organisait aussi des grands feux d'artifice, des combats de bateaux sur le canal derrière. Alors, il faut se représenter que c'était un espace très dynamique, habité, utilisé vraiment à fond. Oui, c'est magnifique, dit Ariane. Vous avez absolument raison. Et la photo ne rend même pas justice à la beauté des lieux. C'est encore plus beau quand on y est. Et on peut se promener sur des kilomètres. C'est vraiment très, très grand, les jardins. Et il y a plein de petits palais qui ont été aménagés, le petit Trianon, le grand Trianon, qu'on peut visiter aussi dans la forêt derrière. Là, il y a des espaces consacrés à différents palais. Excusez-moi, Luc. Oui, allez-y. C'est combien de kilomètres de Paris à peu près? C'est une bonne question. Mais est-ce que c'est très loin ou c'est proche? C'est juste ça que je veux Je dirais savoir. 30 kilomètres. Ah, c'est quand même assez proche. Ben, proche, pas en cheval, là, mais en auto. Ouais. Je vais faire OK. la recherche distance Paris-Versailles, juste Normalement, on pour le peut y fun. aller en train. Enfin, normalement, on peut prendre des trains. Enfin, il y a des trains qui vont là-bas. C'est pas... On n'est pas obligé de Non, on n'est pas obligé de prendre la prendre une voiture, voiture. effectivement, Voilà. ou de marcher aujourd'hui. Ça serait long un peu. J'ai dit 30 kilomètres. En fait, c'est 20 kilomètres. C'est plutôt 20 kilomètres, là. J'ai Donc, c'est 18. vraiment pas loin. Donc, c'est quand même assez proche et c'est important parce que le roi ne voulait pas trop s'éloigner de Paris non plus. Oui, Mais en puis vous voulez même être assez temps, loin de s'il y avait des révoltes à Paris, j'imagine. ben voilà, si ça brasse, c'est une bonne idée d'avoir un refuge, là, pas trop loin. On a retenu la leçon du 16e siècle parce que parfois les rois se sont vus refuser l'accès de Paris parce qu'il y avait des révoltes, il y avait des émeutes. Alors, c'est bon d'avoir un refuge tranquille.
Et très rapidement, Louis XIV, qui au départ n'a qu'un palais de chasse, hein. Versailles, c'est un petit palais de chasse, un pavillon de chasse. Il va là parce qu'il y a beaucoup de gibier dans la forêt. Et va avoir cette vision d'un grand palais, d'un grand château, et va vouloir entreprendre donc la construction d'un domaine là, qui va être l'envie de toute l'Europe et du monde aujourd'hui. C'est un des joyaux de l'architecture mondiale. Et c'est une ambition assez démesurée parce que le roi possède déjà plein de palais remarquables, dont le Louvre, dont Fontainebleau et tous les châteaux de la Loire qu'il peut occuper à loisir. Alors, pourquoi se ruiner à construire un palais comme ça? Ben, c'est pour affirmer son importance, sa toute puissance. Et force est d'admettre que c'est assez réussi, hein, parce qu'on a le sentiment de son importance, là, de l'importance de son règne quand on visite Versailles comme ça et qu'on voit toute l'opulence, la magnificence des lieux, ce génie dans l'aménagement du jardin et tout, c'est vraiment de toute beauté. Et c'est important, ces symboles sont importants pour l'affirmation du pouvoir, pour inspirer le respect, la considération des autres. Il ne faut pas sous-estimer le rôle que ça a pu jouer là, dans l'impact psychologique qu'a eu le règne de Louis XIV. Alors, je vous invite à y aller un jour. Ça vaut la peine de visiter ça. Et en toute saison, c'est agréable, mais c'est sûr que l'été, il y a trop de touristes pour que ce soit agréable vraiment. On peut encore se promener dans les jardins volontiers l'été, mais il y a beaucoup de monde. Et puis, il y a plein de petits kiosque, il y a un petit restaurant sympathique juste derrière moi où on sert des crêpes vraiment délicieuses. Alors, je vous les recommande avec ou sans Nutella. C'est très, très bon. Les crêpes jambon-fromage aussi sont excellentes. Alors, on est donc dans le deuxième volet et ça, c'était la fenêtre que j'ouvre sur le monde. Et vous allez voir, quand on change de section, on ouvre cette fenêtre, on sort un peu de la classe, mais on y revient parce qu'on a encore des choses à dire. Et on revient à cette idée d'absolutisme. Je vous propose d'abord une définition. C'est quoi l'absolutisme? Absolu, cette puissance commande et ne reçoit aucun commandement. Indivisible et perpétuelle, elle s'appuie sur une légitimité de droit divin du monarque qui l'incarne et dont Louis XIV, roi de France de 1643 à 1715, reste dans l'histoire comme la plus parfaite illustration. Alors, c'est ça qu'il faut entendre par absolutisme, c'est cette puissance absolue de droit divin. Alors, Louis XIV n'est pas là parce qu'avant lui, il y avait quelqu'un de sa famille qui était roi et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est plus fort que ça encore. C'est parce que Dieu le veut ainsi. Dieu l'a voulu. Dieu a confié la couronne de France à cette famille. Il y en a eu d'autres avant, mais là, c'est celle-là. Et c'est Dieu qui veut que Louis s'occupe de la France. Alors, qui sommes-nous, gens du peuple, pour contester l'autorité divine, l'autorité du roi, quand elle est l'expression de la volonté divine? Alors, vous comprenez que ça vient asseoir l'autorité encore plus sûrement dans l'esprit des gens qui sont très pieux, très croyants. Alors, on leur dit, c'est ainsi, le roi est là parce que Dieu le veut et vous devez admettre toutes ses volontés. Donc, ça aide à calmer un petit peu le jeu et à asseoir l'autorité sur la population. Alors, il est souverain qui ne reçoit aucun commandement. Il n'y a personne au-dessus de lui. Il n'y a pas un Richelieu ou un Mazarin pour lui dire quoi faire, comme ça a été le cas dans sa minorité ou dans la minorité du roi Louis XIII. Et il n'entend pas s'en faire imposer par personne. Et ça se résume bien dans l'expression, cette citation qu'on attribue souvent à Louis XIV, qui aurait déclaré à un moment donné, « L'État, c'est moi ». Alors, sa personne, l'État même, le Royaume de France se confond avec sa personne et l'État administratif, son pouvoir se confond avec sa personne. C'est l'affirmation la plus directe de son absolutisme. Je suis l'État et l'État se confond avec ma personne et je contrôle tout de l'État et je veux tout contrôler de l'État. Et il va faire en sorte de ne pas faire l'erreur de son prédécesseur, de nommer un premier ministre trop puissant qui pourrait décider pour lui. Il veut être partie prenante à toutes les décisions. Il veut vraiment s'entourer de gens qui vont être soumis à sa volonté et qui ne vont jamais essayer de l'influencer dans un sens ou dans l'autre, qui serait contraire à ses intérêts.
Alors, c'est très fort comme affirmation du pouvoir et ce n'est pas facile à admettre et à digérer pour les grands nobles qui, par le passé, avaient des rôles importants à jouer dans l'administration. Ils se voyaient accorder des postes de ministre, des hautes fonctions. Et Louis XIV, lui, va faire en sorte qu'il n'y ait pas de grandes fonctions importantes accordées aux grands princes parce qu'il connaît leurs prétentions, il se souvient de la Fronde et il sait que ces gens-là pourraient comploter contre lui, pourraient travailler à saboter son régime et il s'en méfie comme de la peste. Alors, ce qu'il va faire, Louis XIV, et c'est nouveau, c'est inédit, c'est qu'il va confier les postes d'importance, les postes de ministre, par exemple, d'administrateur, à des grands bourgeois qui sont des gens parfois très, très riches, parfois plus riches encore que les nobles, et donc qui sont des gens qui ont réussi, des gens compétents, qui sont des administrateurs manifestement doués, s'ils ont pu acquérir de telles richesses. Alors, il leur fait confiance, et surtout, ce sont des gens qui n'ont aucune prétention au pouvoir. Il voudrait renverser le roi qui ne pourrait pas y parvenir. Il ne pourrait pas se faire admettre dans l'esprit des gens. On n'admettrait pas qu'un bourgeois essaie de s'arroger le pouvoir d'aucune façon. C'est forcément quelqu'un de sang noble qui pourrait prétendre seulement à ce titre. Alors, c'est très important de comprendre comment ce pouvoir absolutiste va s'appuyer justement sur des stratégies comme celle-là qui vont permettre à Louis XIV d'en mener large, de tout contrôler en fin de compte. Mais ça veut dire aussi un rapport un peu maniaque au pouvoir où Louis XIV se mêle de tout, il est de tous les conseils, il prend les décisions sur les grandes choses comme les petites choses, et c'est un roi surmené. Ce n'est pas un roi qui est assis sur son trône à rien faire, là, à recevoir les doléances des uns et des autres. C'est un roi impliqué à fond, et même jusque sur le champ de bataille. Il se déplace à la guerre sur son cheval et il accompagne les troupes et tout. C'est vraiment un meneur d'hommes, là. Alors, on se rappellera donc de la fronde parlementaire qui avait marqué l'esprit du roi. J'en ai dit déjà beaucoup tout à l'heure. La fronde parlementaire, bientôt suivie par la fronde des princes, avait convaincu Louis XIV, en fin de compte, de la nécessité d'un pouvoir absolu. Écoutez, il y a des moments où la vie du roi a été menacée, là, comme on en a rarement eu des exemples par le passé. Il y a des moments où les émeutiers, les conjurateurs ont présenté à la foule le roi endormi, là, en disant, si on voulait, là, on pourrait le tuer là, là. Ils sont venus vraiment à un cheveu de l'éliminer. Ils ont été empêchés par une certaine révérence, par une certaine méfiance par rapport à cette idée qu'il est souverain de droit divin. Et donc, s'en prendre à la personne du roi, c'est s'en prendre à la volonté divine et on craint un peu pour son ciel quand on fait une chose pareille. Alors, c'est peut-être la seule chose qui a retenu leurs mains. S'en prendre à la vie du roi aurait probablement signifié leur damnation éternelle. Et c'est par crainte de ça, sans doute, qu'ils n'ont pas voulu aller jusque-là. Mais ce n'est pas parce que l'envie manquait. Hein. Et cette fronde parlementaire de 1648-1649, suivie de la fronde des princes, qui s'étend de 1650 à 1653, est restée bien profondément ancrée dans la tête du roi, bien profondément gravée. Il n'est pas question de revivre ça jamais de son vivant, de son royaume, de son règne. Vous avez donc ces deux personnages, ces deux figures qu'on a parlé aussi qui sont très importantes, Mazarin et Richelieu. Et dans l'ordre, c'est Richelieu d'abord qui sera le ministre omnipotent de Louis XIII et à la suite de la mort du roi Louis XIII et le début de la régence d'Anne d'Autriche, c'est Mazarin qui va prendre un peu la place de Richelieu et qui va jouer le même rôle. Pardon. La mort de Mazarin, en 1661, Louis XIV, qui n'avait jamais pris encore part au gouvernement, décide qu'il sera désormais lui-même son premier ministre. Alors, le règne vraiment effectif de Louis XIV commence avec la mort de Mazarin
où là, il dit non, il n'est plus question pour moi d'avoir un premier ministre, il n'est plus question pour moi de m'entourer là, de gens qui ont de l'ascendant sur moi et qui m'intimident et qui m'imposent des décisions. C'est moi qui vais décider de tout, c'est moi qui serai mon propre premier ministre. Alors, il met fin au système des ministères qui avait été institué justement par un certain Armand Plessis, cardinal de Richelieu, et fait entrer des gestionnaires compétents. Parce que les nobles n'étaient pas toujours des gestionnaires compétents. Ils avaient un rapport à la fortune un peu problématique. Ils avaient l'impression que l'argent pleuvait ou tombait des arbres. Et ils sont plusieurs nobles à s'être ruinés. Et quand on leur confiait des fonctions administratives, à ruiner aussi le royaume. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose, vraiment, que ce soit des bourgeois compétents, des banquiers, des financiers, des marchands qui prennent le relais. Ça va aider les finances du royaume parce que ça va être enfin administré par des gens compétents. Petite anecdote amusante, j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Belleuil, sur la rive sud, où il y a une rivière qui traverse la ville de part en part, qui s'appelle la rivière Richelieu. Et ce n'est pas avant l'université que j'ai compris que la rivière avait été nommée la rivière Richelieu en l'honneur du cardinal de Richelieu. C'est quand même drôle. J'ai navigué sur cette rivière jeune, j'ai fait du canot, du kayak, je me suis promené en bateau, je l'ai traversé je ne sais pas combien de fois, et je n'avais aucune idée que c'était en lien avec l'histoire de France. En fait, c'est à la mort de Richelieu, pour lui rendre hommage, on avait décidé de nommer cette grande rivière qui va jusqu'au lac Champlain et qui remonte jusqu'au lac Champlain donc, et qui descend jusqu'au fleuve Saint-Laurent. On l'avait nommé en l'honneur donc de Richelieu, en hommage au fait que ça avait été un ministre vraiment important. Et même en Nouvelle-France, on l'avait compris. Bon, fin de l'anecdote. J'en ai plein d'autres comme ça. Excusez-moi, des fois, ça me prend l'envie de vous raconter des histoires sans aucun rapport avec le contenu. Alors, on poursuit avec la prochaine diapositive. Vous avez ici deux ministres importants qui vont se succéder aux finances. D'abord, Fouquet, le surintendant des finances, qui avait été nommé par Mazarin, qui était un administrateur compétent. Et ce n'est pas parce qu'il va connaître une disgrâce épouvantable qu'il faut le noircir à tout prix. Je vous explique un petit peu les faits. Fouquet va être victime des rumeurs, des mauvaises langues qui vont lui faire une terrible réputation. Il organise une grande fête un jour à un château qu'il a fait bâtir à grands frais, le château de Vaux-le-Vicomte. Et ce château, il est situé entre Fontainebleau et Versailles. Le roi s'y rend avec sa cour et tout. Et le roi va être frappé par la magnificence des lieux. Ils sont plusieurs autour du roi à dire « Sire, avez-vous remarqué que votre ministre des Finances a un plus beau château que vous? » Parce qu'à l'époque, Vaux-le-Vicomte est un plus beau château que Versailles, qui n'est pas encore développé. Tout à fait. Bon, on exagère, là, mais vraiment, c'est impressionnant qu'un ministre des Finances ait un château comme ça. Et ce qu'on essaie d'insinuer à travers ça, c'est que c'est pas propre. C'est pas normal que votre ministre des Finances soit capable de se payer un plus beau château que vous. Et on va mettre comme ça dans la tête du roi toutes sortes d'idées qui sont basées sur des rumeurs que Fouquet aurait volé l'État, aurait détourné des fonds et aurait fait construire là, sur le bras du royaume finalement son château. Je ne sais pas tous les tenants et aboutissants de ces rumeurs. Je pense qu'on l'a injustement noirci. Et parmi ceux qui vont prendre sa défense, un certain Jean de La Fontaine, qui va écrire au roi en défense de Fouquet, en témoignage de ses mœurs, en disant c'est pas un fourbe, c'est pas un homme malhonnête, on l'a noirci vraiment injustement, mais ça ne fonctionnera pas. Fouquet, au départ, arrêté donc parce qu'on suspecte de malversation, va être condamné à l'exil, mais non content de cette peine, qui signifiait aussi la perte de toutes ses possessions, le roi va commuter sa peine, va la transformer en emprisonnement à vie. Alors, il aurait été mieux en exil, au moins il aurait pu vivre une vie normale, mais ça va être commué en emprisonnement à vie, tellement le roi est frustré, vexé dans son orgueil devant l'importance que s'était donné le ministre Fouquet. Ben, il se trouve qu'il y a un certain Colbert qui va profiter de ça et on soupçonne que Colbert faisait partie des mauvaises langues qui ont noirci la réputation de Fouquet parce que ça va lui profiter, lui le premier. Il va devenir à la place de Fouquet intendant des finances et instaurer un système politique, un système administratif qu'on a appelé le colbertisme,
qui est un système capitaliste assez standard, qui va profiter quand même à la France pendant un certain temps, mais du fait des guerres et des famines que j'évoquais, qui ne suffira pas pour maintenir la santé économique du royaume. Alors, ce sont des personnages importants qu'on retrouve bien sûr dans cet arrière-plan de ce tableau qu'on veut brosser parce qu'ils ont participé à l'essor des arts en tant que mécènes. Ils ont pensionné des écrivains l'un et l'autre. Et Fouquet, s'il a eu La Fontaine pour le défendre, c'est parce que La Fontaine se souvient d'avoir profité de ses largesses. Et d'autres aussi, Madame Lafayette et d'autres écrivains aussi vont se solidariser de Fouquet puis le défendre auprès du roi parce que c'était un grand mécène, un grand promoteur de la culture française, de la littérature notamment. Et il ne faut pas sous-estimer cet apport. Cette contribution, elle est majeure. Elle a permis à des gens d'écrire parce que, libérés de toute autre considération, là, il n'y avait pas besoin de travailler pour vivre. Ils avaient des bourses, des revenus substantiels qui leur étaient versés. Heureusement, ce système de mécénat ne meurt pas avec Fouquet, il se poursuit au-delà avec Colbert et le roi Louis XIV était connu aussi pour pensionner des écrivains. On sait le bon accueil qu'il a réservé à Molière, à sa cour. Molière n'aurait pas survécu sans les deniers de Louis XIV, sans son soutien indéfectible à travers sa carrière. Alors, personnage important, aussi, prochaine diapositive, dans les faits à retenir, il faut savoir que Louis XIV va imposer le silence aux parlementaires. Il va réduire leur champ d'intervention. C'est dans la philosophie de l'absolutisme, hein, de vouloir tout contrôler. Et le Parlement avait des pouvoirs que le roi va s'employer patiemment, tour à tour, à leur retirer, à grignoter constamment. Alors, les parlements sont réduits au silence en 1673, c'est-à-dire qu'ils perdent leur droit de veto. Ils pouvaient s'opposer à une décision royale, ils pouvaient dire non, nous, parlementaires, nous croyons que c'est une mauvaise décision et on s'y oppose. Bien, le roi dit, ben non, vous ne pouvez plus vous y opposer, je l'interdis. Donc, les parlementaires parlent, mais ils parlent pour rien dire parce que ça n'a aucune incidence à partir du moment où le roi décide de tout. Ils sont contraints d'enregistrer sans discussion les ordonnances royales. Alors, quand le roi envoie une décision exécutive, ils doivent l'entériner, l'enregistrer. Ils ne peuvent même pas en débattre. Ils ne peuvent même pas dire oui, mais ce n'est pas une bonne idée, mais c'est parce que ça va être ruineux. Non, non, vous n'avez pas un mot à dire. Vous ne faites que l'enregistrer. Et vous n'avez plus de droit de veto. Alors ça, c'est déterminant et ça contribue bien sûr à asseoir le pouvoir royal encore plus solidement. Les États généraux ne seront plus convoqués sous Louis XIV. Il se souvient que c'est une très mauvaise idée et il ne faut pas avoir étudié l'histoire très, très longtemps pour comprendre que c'est une mauvaise idée. Quand on regarde, à chaque fois qu'il y a eu des États généraux, ça a été suivi de révoltes, de révolutions, de troubles civils de toutes sortes. Ce n'est pas toujours bien de laisser les frustrations s'exprimer. On se disait, ben, c'est bon, les gens vont ventiler, ils vont faire entendre leurs griefs, on va faire semblant de les écouter, on va leur dire, écoutez, on vous a entendu, on va agir en conséquence et puis tout va changer, comme les politiciens le font aujourd'hui. Ben, non, en fait, ça ne sert à rien la plupart du temps, sinon à aggraver la situation. Louis XIV l'a bien compris, donc il va s'abstenir de convoquer les États généraux. Il n'est pas question de partager le pouvoir avec le tiers-État et ni non plus avec le clergé ou la noblesse. C'est lui seul qui règne sur les destinées de la France. La police va être réorganisée à l'époque et sans dire qu'on verse dans un gouvernement totalitaire, on n'est pas loin de ça. La police est réorganisée, concentrée sous l'autorité d'un lieutenant général de police en 1667 qui répond directement au roi. C'est encore une façon pour Louis XIV de s'imposer partout, d'imposer sa volonté, son contrôle partout. Ça va être assez efficace. Quand on a un souverain aussi déterminé à tout contrôler, les choses fonctionnent assez rondement au début. En tout cas, ça va créer des frustrations éventuellement, mais il faut reconnaître ça au régime totalitaire que ça fait avancer les choses plus vite que dans la politique ordinaire, la politique normale, où les débats, les confrontations peuvent nous faire perdre un temps précieux.
Là, quand on contrôle tout, jusque la police, on peut aussi s'assurer d'avoir une influence à tous les niveaux de la société. Soutenu par le roi, il y a la grande bourgeoisie aussi qui va voir ses aspirations satisfaites par les possibilités de faire fortune grâce aux commandes de l'État. Je vous parlais de la vénalité des charges. Ben, les bourgeois aussi vont s'acheter des fonctions, des postes, et ça va faire rentrer de l'argent dans les coffres de l'État. Ils vont être contents de pouvoir s'acheter des postes de ministre et puis faire un travail tout à fait admirable. Manifestement, ils ont bien géré l'État puisque la France, au final, a prospéré au XVIIe siècle dans l'ensemble. Vous avez donc le roi qui attire la haute noblesse à la cour. Et ça peut sembler paradoxal parce que je vous dis que c'est les bourgeois qui administrent la cour. Pourquoi est-ce qu'il attire les nobles à la cour? Parce qu'il veut s'entourer de gens qui sont là pour le vénérer, pour le célébrer, pour le voir se réveiller le matin. Parce que quand à Versailles, le roi se lève, il y a un petit lever et un grand lever. Il y a un lever où personne n'est présent, sinon ses proches serviteurs. Et c'est le petit lever. Et il y a une mise en scène qui est suivie donc quelques temps après, qui suit quelques temps après le petit lever, où le roi se recouche, où on fait rentrer les courtisans, qui sont des gens de la noblesse pour la plupart. Parfois, c'est des ambassadeurs, des gens qui viennent de d'autres pays pour visiter le roi et qui vont assister à son grand lever, où là, le roi fait semblant de se réveiller et de sortir habillé de façon majestueuse et tout. On peut imaginer la musique, un orchestre pour accompagner tout ça à certaines occasions, pour bien sûr souligner sa majesté, son importance, avec grandiloquence. Alors, c'est du théâtre, tout ça, mais Louis XIV est très sensible à ces enjeux de représentation, à tout ce qui magnifie son pouvoir, son importance, et ça lui réussit très bien. Et pour magnifier son importance, Sa Majesté s'entoure de nobles, de marquis, de comtes, de ducs, de tout ce qu'il y a de sang bleu en France, qu'il va entretenir, qu'il va faire vivre à Versailles. Alors, il y a des espaces aménagés. Ces gens ont leur quartier à Versailles et ils sont là pour participer aux fêtes que le roi organise, pour célébrer son règne au quotidien, en quelque sorte. Ils servent à rien d'autre, en fait, qu'à magnifier le pouvoir royal, à montrer son importance. Tout le monde veut être à la cour, tout le monde veut être près du roi parce que c'est lui vraiment le chef de nous, c'est lui notre grand maître, c'est pour lui et c'est par lui qu'on existe. Alors, c'est stratégiquement brillant. Et ça les tient tranquilles parce qu'ils les gardent à l'œil. Ils ne peuvent pas fomenter des complots trop dans ces circonstances-là. Et de toute façon, le roi est bien entouré et bien protégé. Et c'est la meilleure façon de garder le contrôle. Alors, il n'y aura pas de nouvelles frondes sous Louis XIV. Il n'y a pas un noble qui va oser s'en prendre à un roi qui contrôle à ce point vraiment tout l'appareil de pouvoir étatique. Alors, ça, c'était donc dans les faits à retenir. On enchaîne avec la diapositive suivante. Il y avait encore d'autres faits à retenir, finalement. La grande bourgeoisie, je le disais tout à l'heure, on aurait dû voir cette puce un peu plus haut, voit ses aspirations satisfaites dans la mesure où elle atteint des postes auxquels elle n'aurait pas pu prétendre auparavant. Par le passé, c'est à des nobles qu'on aurait confié ces charges. Jamais un bourgeois n'aurait été ministre. Mais là, on peut devenir ministre de choses très importantes et c'est un essor social aussi pour eux, parce qu'avant, les bourgeois étaient vilipendés, déconsidérés, moqués pour leur attachement à l'argent. Et les nobles continuent de se moquer d'eux parce que pour eux, une des caractéristiques du noble, c'est l'attitude nonchalante par rapport à l'argent, alors que les bourgeois sont marqués par cette obsession capitaliste de toujours en vouloir davantage. Les nobles se vantent de dépenser sans compter, de donner aux mendiants et tout, jusqu'à se ruiner souvent parce qu'ils gèrent très mal leur fortune. Mais c'est pour eux un signe de distinction. Ils y tiennent. Ils sont fiers d'être ruinés des fois parce que ça montre qu'ils ne sont pas attachés à l'argent. Ils sont au-dessus de ça. Mais les bourgeois, eux, sont très attachés à l'argent. Ils sont très contents d'avoir ces fonctions bien payées auprès du roi. Et en même temps, c'est des gestionnaires compétents qui ne menacent pas du tout l'ordre politique. Et tranquillement, pas vite, ce qui se prépare, c'est l'essor de cette classe sociale
qui éventuellement va renverser la noblesse parce qu'au 18e siècle, c'est les bourgeois qui vont prendre le pouvoir en fin de compte. C'est le peuple qui fait la révolution, mais c'est les bourgeois qui vont s'installer à leur suite et qui vont prendre le contrôle de l'État. Mais j'anticipe un peu sur notre propos. On n'est pas rendu là encore tout à fait. On poursuit avec la diapositive suivante. Louis XIV, on peut le dire, contrôla de très près la politique étrangère et va entraîner le pays dans des guerres coûteuses. En fait, il y a au moins 4 guerres coûteuses, ruineuses, et notamment contre l'Angleterre, qui vont faire très, très mal aux finances du pays, au tissu social aussi, parce que beaucoup de jeunes ont été embrigadés dans les campagnes pour devenir soldats. Malgré eux, ils n'ont pas le choix, des conscriptions, et ils sont allés mourir pour des guerres inutiles. Il faut voir tout ce que Louis a grignoté de territoire. À un moment donné, là, la France de Louis XIV, elle ressemble étonnamment à la France d'aujourd'hui. Et il va grignoter encore plus loin du côté de l'Europe, du côté des Pays-Bas, du côté de l'Allemagne même, pour, après ça, revenir aux frontières initiales, à peu près tout perdre. Alors, c'est malheureux de voir tout cet effort de conquête, de guerre d'expansion qui aboutit finalement à rien, en fin de compte. On revient aux frontières originelles à peu près, à peu de choses près, là. Et on se rend compte qu'on a ruiné la population, le peuple, et on a ruiné des vies pour à peu près rien, en fin de compte. Mais bon, il y a aussi des guerres de protection. On veut faire respecter les frontières. L'Espagne a des ambitions hégémoniques, l'Angleterre aussi, et il faut se faire respecter. Et là-dessus, Louis XIV n'avait pas le choix. Ce n'est pas toujours par ambition qu'il mène ces guerres, mais ces guerres s'avèrent néanmoins ruineuses et entraînent le pays vraiment dans des troubles innombrables. La fin du règne de Louis XIV est triste et difficile. Il faut savoir que Louis XIV, à un moment donné, se vantait de sa progéniture, d'être un roi très fécond et d'être celui le plus assuré de sa succession parce qu'à un moment donné, il compte, là, puis il a 15 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et il se dit, ben là, c'est dans la poche, avec autant de descendants, il ne peut rien m'arriver. Mais vous connaissez l'expression jinxer. Il ne faut pas jinxer ça. Et justement, cette belle descendance va mourir tour à tour jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et à la fin, celui qui va hériter du pouvoir, ce n'est pas son fils, ce n'est pas son descendant direct, c'est son petit-fils. Voire son arrière-petit-fils. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, il faudrait vérifier, mais Louis XV n'est vraiment pas si près de Louis XIV. C'est son petit-fils, voire son arrière-petit-fils qui hérite du pouvoir. Et c'est vous dire à quel point les choses ont tourné au vinaigre. Il y a eu beaucoup de mortalité infantile, mort en couche, des héritiers qui sont morts en couche. Il y a eu des morts de maladies, des morts à la guerre. Bref, c'est la catastrophe. Et pour un moment, on s'inquiète pour le changement de dynastie parce qu'on aurait pu être obligé de passer le bâton à une nouvelle dynastie si on n'avait pas pu trouver quelqu'un pour prendre le relais. Et ce sera le futur Louis XV, qui est un descendant direct quand même de Louis XIV, mais on est passé à un cheveu. Alors, c'est une fin de règne qui est triste et difficile. Il y a une épidémie de variole. Excusez-moi, Luc. Oui, allez-y. Oui, excusez-moi, j'ai une question. J'ai écouté La Reine Margot, le passé à la télévision il y a quelques temps, puis après ça, je me suis renseigné un peu. Puis est-ce que vous pensez que la consanguinité a un rapport avec ça? Parce qu'on parle beaucoup de roi fou, de roi malade, de roi... Voilà, exactement. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un... C'est certain qu'on couchait à gauche et à droite avec ses cousins, cousines, sans trop se préoccuper de l'incidence que ça peut avoir sur sa descendance. Oui, la consanguinité existe, est un phénomène important dans la cour de France, mais de là à dire que ça a entraîné la mort des gens, c'est plutôt des aberrations, des handicaps éventuellement, peut-être que ça va causer, mais pas nécessairement une mortalité infantile plus grande, là. Je ne crois pas que ça ait eu un rôle à jouer tellement que notamment cette épidémie de variole qui, de 1711 à 1712, va faire disparaître coup sur coup déjà 3 héritiers du trône. Alors, juste ça, là, juste une épidémie, là,
comme on en connaissait beaucoup à l'époque. Là, on est confronté à une pandémie historique. On nous dit que ça arrive une fois par siècle, mais quand on étudie un peu l'histoire, on se rend compte qu'il y en a eu de beaucoup plus grave que celle-là. Là. C'est la petite bière, ce qu'on traverse en ce moment par rapport à ce qui s'est Ça devait être réglé par une saignée, j'imagine. Oui, bien sûr. Quand on avait une épidémie, on saignait tout le monde. C'était le remède. Il faudrait peut-être essayer ça avec le COVID. Remarquez, là, c'est une solution qu'on n'a pas envisagée. À part boire du bleach puis s'exposer aux rayons UV, peut-être qu'il y aurait la saignée aussi comme arsenal thérapeutique à envisager. Mais non, plus sérieusement, c'est surtout la maladie qui a fait disparaître des membres de la famille royale. De 1711 à 1712, il y a 3 des héritiers directs qui vont mourir, un après l'autre. Alors, lui, ça aurait été le roi. Ah, il est mort. Ça va être lui qui va être le roi. Non, il meurt. Ah, non, ben lui, d'abord. Non, il meurt aussi. Alors là, ça fait très, très mal. Et vous imaginez le roi endeuillé, chagrin de voir ses enfants mourir comme ça, on peut le comprendre. Chagrin de voir la France souffrir, la France ruinée, la France menacée. C'est une fin de règne d'un roi fatigué, d'un roi malade qui n'en finit plus de mourir. Il va connaître une agonie assez longue, en fin de compte, en fin de vie. Il va être emporté par la gangrène dans des souffrances épouvantables. Si vous avez déjà regardé un film qui représente la fin du règne de Louis XIV, vous savez comment ça n'a pas été rose, cette période-là. Et qui, donc, laisse comme seul survivant, bon, je l'ai dans mes notes, c'est le futur Louis XV, l'arrière-petit-fils. J'ai la confirmation, là, ce n'est pas le petit-fils de Louis XIV, c'est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Louis XV qui va être son seul survivant direct. Et ça vous montre un petit peu dans quel esprit là, cataclysmique de fin du monde que Louis XIV a vécu cette fin de règne-là. Et la population qui vénérait son monarque tout au long du 17e siècle commence à en être fatiguée. Et ça va être un soulagement, en fin de compte, quand il meurt, parce qu'on se dit, bon, ben, au moins, les choses vont changer. Là. On va sortir de cette espèce de marasme, de cette torpeur qui a marqué la fin du règne de Louis XIV. Et pas par sa faute. Hein. C'est le hasard, les circonstances qui ont fait que cette épidémie a ravagé vraiment la France, les circonstances économiques malheureuses et tout. Ce n'est pas de sa faute du fait d'un manque d'action de sa part, tellement que des circonstances calamiteuses. Mais il y en a pour se réjouir de la mort du roi quand enfin il lève les pieds. Il y en a pour dire, bon, c'est une bonne chose. En rétrospective, tout le monde reconnaît que ce fut un grand roi, que ce fut un grand règne, le plus grand de tous. Et ce n'est pas disputable, c'est pas discutable vraiment. Quand on regarde la succession des rois dans l'histoire de France, Louis XIV est le plus grand. Et on ne fera jamais aussi bien que lui par la suite. Et on n'a jamais fait mieux que lui auparavant. Et même si François Ier était un prince humaniste extraordinaire, aux vertus guerrières, intellectuelles et tout, et qu'il est absolument admirable, jamais il a eu autant d'incidence, autant d'influence sur les destinées de la France et du monde que Louis XIV. C'est à Louis XIV qu'on doit à la France d'avoir brillé sur le monde entier, d'être devenu vraiment là, la figure là, de prestige qui a imposé la langue française à travers le monde comme langue de commerce, comme langue internationale. C'est à Louis XIV et à la civilisation qu'il a mis sur pied, qu'il a fait prospérer, qu'on doit tout ça. Donc, il ne faut pas sous-estimer la réussite de ce règne sous prétexte que la fin de ce règne a été si pénible, si difficile. Et il y a eu des gens pour se réjouir de ça, de cette fin. Alors, dans ces réflexions sur le métier du roi, on est toujours à Versailles, on est dans la galerie des miroirs, la galerie des glaces, c'est superbe, c'est encore plus beau quand il y a pas de monde, parce que quand je l'ai vu la première fois, il y avait à peu près 10 personnes au pied carré, là. On se pilait sur les pieds, c'était noir de touristes, mais là, c'est beau parce qu'il n'y a personne. Là, il y a Valérie qui dit à TV5 qu'il y a une superbe série sur la succession des trônes de France, très intéressant. Oui, il y a des fois des séries comme ça, magnifiques. Et je vous invite à regarder des fois sur Tout TV, on a accès en différé à ces reportages.
Et ça peut être très intéressant pour le cours d'aller chercher un surplus d'informations parce qu'on reste à la surface des choses aujourd'hui. Il y a aussi des belles séries qui ont été consacrées à des personnages importants comme Madame de Maintenon, par exemple, qui sera la maîtresse du roi, la femme du roi à la fin de son règne, qui était avant la femme de Paul Scarron et qui va exercer une influence déterminante sur Louis XIV. Il y a toute une belle série, je pense que ça s'appelle La liste du roi, qui est consacrée à Madame de Maintenon. Et c'est un bonheur, là, regarder ça. D'abord parce que les costumes sont magnifiques, mais aussi le jeu d'acteurs, l'intrigue, tout est là pour rendre ça intéressant. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi la série Versailles sur Netflix. J'ai regardé un premier épisode, ça avait l'air correct. J'avais beaucoup de méfiance par rapport à ça, mais ça a l'air correct. Il faudrait peut-être investiguer davantage. Ça se passe à Versailles avec Louis XIV et tout. Je craignais une représentation un peu trop mélodramatique et je ne suis pas convaincu qu'on y échappe là, au mélodrame, mais ça m'a semblé assez juste, au moins dans la représentation de la psychologie des personnages. Il faudra voir. Je réserve mon jugement. Il faudra regarder davantage. Alors, dans ses réflexions sur le métier du roi, qu'il écrit là, un peu à l'intention de son successeur, le roi Soleil livre à son successeur donc sa conception de la politique souveraine et absolutiste et il écrit, ce sont ses mots, « Le métier de roi est grand, noble et délicieux, quand on se sent digne de bien s'acquitter de toutes les choses auxquelles il engage, mais il n'est pas exempt de peine, de fatigue, d'inquiétude. L'incertitude désespère quelquefois, et quand on a passé un temps raisonnable à examiner une affaire, il faut se déterminer à prendre le parti que l'on croit le meilleur. » Alors, il va livrer à son successeur ses mémoires, en quelque sorte, et lui dire comment il a fait, lui, pour maintenir le royaume sous son joug et à son successeur de faire de même et peut-être mieux encore, de le faire prospérer. Ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Et même si Louis XV sera apprécié du peuple, sera bien aimé, Louis XVI va connaître une fortune un peu différente. Mais encore là, on anticipe sur ce qui doit venir, qui va être le propos de la deuxième partie de la session. On enchaîne avec le troisième point. Donc, on est à la question religieuse et on va terminer là-dessus. Il ne nous reste pas grand-chose à dire. Vous allez voir, on va faire le tour assez rapidement. Et on commence donc par cette affirmation. Le début du XVIIe siècle est une période irreligieuse et libertine. Pourquoi irreligieuse? Bien, parce qu'on en a marre de la religion. Regardez où ça nous a mené au XVIIe siècle, au XVIe siècle, avec toutes ces guerres, ces conflits fratricides. On s'est entretués et entre-déchirés, et ça laisse la France dans une situation vraiment épouvantable. C'est la ruine. Heureusement, Henri IV va redresser ça un petit peu avec l'aide de son ministre des Finances, mais ce n'est pas rose-rose. Alors, il y a des gens pour se détacher un petit peu du dogme et pratiquer des mœurs assez libres. Et parmi ceux-là, des littéraires, un certain chef de file d'un mouvement poétique qui s'appelle Théophile de Viau, qui est le premier de ces libertins qui exalte finalement une vie volage, assez peu morale et vraiment en rupture avec les valeurs religieuses. Il y a aussi dans la pratique et dans la théorie des mutations qui font que la période est marquée par un relâchement. Et c'est dû notamment aux Jésuites. Alors, vous connaissez peut-être la Compagnie de Jésus, fondée par Ignace de Loyola, qui va être très importante pour son rôle, notamment dans la pédagogie. Ce sont des grands professeurs, des précepteurs. Ils vont former les grands écrivains. Voltaire a été formé par les Jésuites encore. Ça va se poursuivre assez longtemps, l'influence des Jésuites. Bien, les Jésuites ont cette manie de rationaliser un peu tout et ont une pratique de la religion un peu molle, aimable, qui la rend sympathique parce qu'ils veulent ramener les gens vers la religion et c'est l'héritage de la contre-réforme de présenter un visage plus souriant de la religion, moins intolérant, moins sectaire, moins doctrinaire. Et ils se lancent des fois dans des entreprises de justification de toutes sortes de fautes, de péchés qui vont jeter le discrédit sur l'Église. C'est-à-dire qu'il y a toujours un jésuite pour vous convaincre que
Oui, le meurtre, c'est terrible, mais il y a des circonstances où le meurtre est admissible. Par exemple, en légitime défense, par exemple, quand le gars l'a vraiment cherché. Et là, ils se mettent à négocier avec la conscience et à relativiser les péchés. Alors, ce travail de relativisation des péchés a ses qualités, a son intérêt dans la mesure où ça rend la religion un peu moins menaçante, mais en même temps, ça entraîne un certain relâchement. Et sans revenir au commerce des indulgences où, pour le versement d'une somme sonnante et trébuchante, on pouvait racheter ses péchés, il y a toujours un père jésuite qui va vous confesser, vous dire « Ah, au fond, c'est pas si grave. Oui, bon, vous avez commis l'adultère. Oui, non, ben, tout le monde le fait. Hein, puis, il faut dire quelques Je vous salue Marie, et puis quelques Notre Père, et puis voilà, c'est réglé. C'est pas plus mal que ça. J'en ai entendu de beaucoup plus graves. Alors, ce relativisme va entraîner un relâchement généralisé qui va, en contrepartie, provoquer un resserrement ailleurs. Hein. Et ce resserrement, il vient du côté des jansénistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour s'insurger contre ce relâchement généralisé des mœurs, cette période libertine, et ceux-là, ce seront les jansénistes. Alors, les jansénistes du nom de Cornelius Jansen, qu'on appelle Jansénius le plus souvent. Alors, quand je vais parler de jansénisme, c'est à cette figure que je vais me référer. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Vous aurez tous les préceptes sur lesquels vont s'édifier la théologie janséniste, en quelque sorte, et comment elle vient s'opposer au mouvement jésuite et comment ça va être des adversaires. Alors, il faut imaginer donc un groupe de religieux plutôt tolérants, plutôt ouverts, plutôt sympathiques, et un autre vraiment intolérant, exigeant, rigoureux, qui est représenté par les jansénistes, donc qui est incarné par les jansénistes, et dont on va dire vraiment tout ce qu'il faut savoir dans les prochaines périodes. On ne s'attarde pas davantage à ça parce que ça nous ferait entrer dans des subtilités propres à vous perdre, à vous égarer aujourd'hui. Mais sachez que ce sont des noms qui vont revenir souvent. On parlera abondamment du jansénisme parce que certains des écrivains de notre corpus, dont Racine, ont flirté très sérieusement avec le jansénisme. Alors, vous avez aussi des femmes d'influence, des femmes très importantes, hein, comme Marie-Thérèse d'Autriche. Alors, à la mort de Marie-Thérèse d'Autriche, en 1683, Louis XIV va épouser secrètement Madame de Maintenon. Cette femme qui entre dans la vie du roi va exercer une grande influence sur lui en matière politique et religieuse. On croit même, enfin, on raconte que c'est elle qui lui aurait suggéré de révoquer l'édit de Nantes, mais on n'a pas de preuve de ça. C'est une rumeur qui court comme ça, mais c'est certain que c'est elle qui va le ramener à une pratique de piété plus grande. Le roi s'était un peu égaré. Il avait eu de nombreuses aventures et avait des mœurs dissolues. Et Madame de Maintenon va essayer de le ramener à une vie plus réglée et lui faire craindre un peu son ciel. Hein, lui dire, c'est pas dans les poches, c'est pas parce que tu es roi que tes fautes sont nécessairement pardonnées d'avance. Il faut expier avant de mourir, il faut expier ses péchés. Et Louis XIV va se dompter sous l'influence de Madame de Maintenon comme ça. Et c'est elle qui l'accompagne jusqu'à la fin de sa vie. Elle survit à son décès, 3 ans, je pense, 3 ou 4 ans. Elle meurt à 83 ans au terme d'une longue vie, là, quand même, là, en compagnie du roi. Alors, à la mort non pas à la mort du roi, mais au moment où il révoque l'édit de Nantes, Louis XIV, et c'était une très mauvaise idée, il va affirmer cette idée qui se résume en une maxime, une foi, une loi, un roi. Alors, il y a juste un roi, comme il doit y avoir une seule loi, la loi qui est promulguée par ce roi, et on doit s'y soumettre, et il doit y avoir une seule foi, et c'est la foi du roi. Ma foi, c'est la foi catholique, alors tout le royaume devra être catholique. Et tout d'un coup, il efface une période de tolérance extraordinaire qui avait fait que les protestants vivaient en paix dans le royaume depuis 1598. Et il a cette très mauvaise idée, donc en 1685, de révoquer l'édit de Nantes.
Alors, en pensant que la majorité des protestants s'étaient convertis, il était mal informé, mal documenté. Il se disait, ben voilà, il n'y en a plus de protestants tant que ça, il n'y aura pas d'émeute, il n'y aura pas de révolte. On peut révoquer les lieux de culte, on peut fermer les églises protestantes, puis on va avoir tourné la page sur ce chapitre malheureux de notre histoire. Alors, il décide de réagir comme ça avec la révocation de l'édit de Nantes. Mais il s'en prend aux mauvais adversaires, enfin, parce qu'il y avait plus à craindre des jansénistes peut-être que des calvinistes. Et ça va susciter une réaction très forte des 900 000 protestants du royaume qui constituaient, à ses yeux, peut-être une entrave à l'absolutisme et à la centralisation qu'il voulait mettre en place, mais qui jouaient un rôle important dans le tissu social français. Or, sur ces 900 000 protestants, il y en a 300 000 qui vont quitter la France. 300 000 huguenots, c'est le nom qu'on donne aussi aux protestants, huguenots qui quittent la France à cette époque-là pour rejoindre l'Angleterre, les cantons suisses, les provinces-unies, et qui souvent partent avec leur possession, leur argent. Et ce sont des gens qui souvent sont assez argentés. Les protestants avaient un rapport à la foi qui faisait que pour être convaincu de son salut, sa réussite sociale était la preuve de son salut. Si on réussissait sa vie, si on faisait beaucoup d'argent, c'était le signe le plus sûr qu'on était aimé de Dieu et qu'on allait avoir la vie éternelle. Donc, ça mobilisait un instinct là, capitaliste très, très fort parce qu'on se disait, c'est la seule façon que j'ai de mon vivant d'être assuré quant à la vie après la mort. Si je réussis, c'est clair que c'est parce que Dieu m'aime et que le salut m'attend. Il y a un salut pour moi. Alors, ça a entraîné chez eux une activité capitaliste importante qui fait que c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent souvent. Et quand ils quittent la France, c'est 300 000 gens, pour la plupart argentés, qui vont s'installer ailleurs et dépenser leur argent ailleurs. Ça va s'avérer ruineux pour la France, cette initiative-là. Et c'est des gens instruits, des gens éduqués qui vont manquer à la France cruellement. Qui auraient pu contribuer à l'essor de la société civile et qui ne pourront pas de ce fait. Alors, malgré ces différentes tentatives, Louis XIV ne parviendra jamais à anéantir la religion réformée et tout ce qu'il a fait, c'est raviver les tensions inutilement. Le jansénisme, quant à lui, né à la fin du XVIIe siècle, était politiquement menaçant par sa mise en avant de la suprématie de la conscience individuelle. Il disait les jansénistes qu'il fallait s'en remettre à sa conscience et avoir foi en Dieu plus qu'en la personne du roi. Ce repli sur soi, ce repli sur sa conscience menace l'absolutisme, la puissance absolue du roi. Et il va voir de plus en plus d'esprits réfractaires se dresser devant lui. Au départ, il ne sait pas trop quoi penser des jansénistes, de cette secte qui se constitue, mais rapidement, il va comprendre qu'elle représente une menace pour lui. Et ce n'est pas en foudroyant les protestants qu'il atteint les jansénistes. Au contraire, ça ne les rejoint pas du tout, cette révocation de l'édit de Nantes. Par contre, une des mesures prises par le roi va avoir une incidence sur le jansénisme. Il va ordonner la destruction d'un des foyers de propagande du jansénisme, et c'est le monastère de Port-Royal des Champs. Alors, il va lutter contre cette doctrine de toutes sortes de manières, mais ce qu'il a trouvé comme moyen le plus radical, le plus efficace d'en venir à bout, ça va être de faire détruire l'endroit où on enseigne cette morale janséniste à des jeunes novices et un endroit où on accueille notamment des pensionnaires qui vont être influencés par les discours qui sont tenus. Alors, c'est un foyer de propagande que Louis XIV fait raser. Et c'est dommage parce que c'est un beau bâtiment, c'était des beaux jardins, les lieux étaient magnifiques, mais c'est pour venir à bout de cette religion qui menace par son influence son pouvoir et son hégémonie. Alors, vous voyez comment Louis avait le souci de tout contrôler et ça allait jusque dans la conscience des uns et des autres. Et pour lui, c'était vraiment un principe important.
Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire au niveau de la vie artistique. On va conclure rapidement parce qu'il faut à un moment donné passer à autre chose pour souligner que l'art du grand siècle, comme on devait l'appeler à la suite de la mort de Louis XIV, on va rebaptiser cette période, les historiens en parlent comme du grand siècle. L'art du grand siècle a été au service de la monarchie absolue. Alors, on a encore Versailles, mais la nuit, éclairée aujourd'hui, comme on peut le voir le soir. Et c'est une belle incarnation de cet art mis au service de la monarchie absolue, de l'exaltation, de la magnificence royale. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis là-dedans. Des architectes de génie ont été mis à contribution, des peintres aussi à l'intérieur, toutes sortes de corps de métier. Tout ça pour vraiment venir magnifier le pouvoir du roi. Louis XIV, vivement impressionné par les faces de Vaux-le-Vicomte, avait décidé d'agrandir et d'embellir le château de Versailles et il va le laisser considérablement agrandi effectivement à la fin de sa vie. Ce château de Versailles, érigé à sa gloire, va consacrer le rayonnement de l'art français par ses peintures, par ses sculptures, par sa décoration intérieure, ses jardins à la française, les différentes techniques de construction, les fontaines aussi, et comment on s'émerveillait de voir des jets d'eau surgir de nulle part par des principes hydrauliques. Il n'y avait pas de moteur, il n'y avait pas d'électricité, il fallait faire circuler tout ça par des principes hydrauliques vraiment astucieux. Alors, c'est aussi Louis XIV, une figure de protecteur des arts. C'est quelqu'un qui a créé des académies de savants, des académies de peinture, de sculpture, d'architecture, qui vont contribuer donc à l'essor de ces arts. Il entretient des auteurs, il pensionne Corneille et Racine. Il fait représenter leurs œuvres, et notamment celles de Molière. Il va nommer un surintendant de la musique en la personne de Lully pour faire progresser la qualité de la composition et l'exécution des partitions. Et c'est souvent à travers la littérature, paradoxalement, que va s'affirmer l'opposition à l'absolutisme. Alors, c'est un drôle de paradoxe parce que cependant que ce roi pensionne tout le monde, fait vivre les écrivains et valorise la littérature parce qu'elle contribue à valoriser son règne en retour, il va y avoir chez La Bruyère et Fénelon, par exemple, des gens qui vont se permettre de critiquer le régime et les inégalités sociales de leur époque. Du coup, Louis XIV ne fera pas l'unanimité. Il a beau pensionner les écrivains, il y en aura quand même pour s'opposer à lui, pour mettre en garde contre sa mainmise sur le pouvoir, sa volonté là, de tout contrôler. Alors, il y a des discours de contestation qui se font entendre, même chez les écrivains associés à sa cour. La fin du règne de Louis XIV va voir se développer la querelle des anciens et des modernes, sorte de crise de conscience parallèle à l'affaiblissement du pouvoir royal. De ça, on va reparler et de bien d'autres choses à partir de la semaine prochaine parce qu'on va conclure notre cours ici. On va se revoir la semaine prochaine pour parler plus nettement, plus spécifiquement de littérature et on va entreprendre de parler de l'esthétique baroque d'abord. On sait qu'il y a deux grandes esthétiques qui ont marqué le 17e siècle, l'esthétique baroque et le classicisme. À un moment donné, elles ont été concomitantes, contemporaines, elles se chevauchent, elles s'entrecroisent, et ça va être important pour nous d'apprendre à les distinguer. Quelles sont les caractéristiques propres à l'une forme et à l'autre. Et on va voir que ce qui s'applique à l'art baroque dans la littérature vaut aussi pour la peinture, la musique. On va reconnaître des traits caractéristiques qu'on va retrouver dans d'autres formes d'expression, la sculpture, l'architecture, qui va faire en sorte que si vous avez bien assimilé les principes dans le cadre du cours, quand vous allez visiter Versailles, vous allez reconnaître dans une salle l'influence prédominante du baroque et dans une autre, l'influence déterminante du classicisme, parce que ces esthétiques sont très facilement reconnaissables du moment qu'on en connaît les caractéristiques. Alors voilà, c'est ce qui complète le cours. Je retourne donc à l'arrière de la salle de classe et j'arrête le partage plutôt, voilà comme ça. Et pour vous souhaiter une bonne semaine. Alors, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci.